Nous sommes place de l'Opéra, dans le 9e arrondissement de Paris. Un quartier où aiment s'attarder les touristes du monde entier. Au milieu de la foule, nous croisons par hasard cette jeune touriste japonaise. Elle est en colère car la veille, elle s'est fait voler son portable. Ça s'est passé hier, sur cette place. À cette heure-ci, il y avait beaucoup de monde. Elles étaient 6 filles et il y en avait une qui était un peu plus âgée. Elles m'ont attrapée par les bras et puis elles ont pris mon portable. Je vais essayer de les retrouver. La touriste japonaise surveille particulièrement ce groupe de jeunes filles qui abordent les passants avec de fausses pétitions. Elle sollicite de l'argent pour une association de sourds et muets qui en fait n'existe pas. La fille qui m'a volé mon portable avait aussi ce papier. C'était cette fille? Non, c'était une autre fille. Elle était plus âgée, celle d'hier. La touriste ne renonce pas. Elle se cache même pour épier les groupes de filles qui passent avec leurs pétitions. Quand tout à coup... Oui, c'est elle. Elle croit reconnaître celle qui lui aurait volé son portable. Effrayée, la jeune fille prend peur et s'enfuit. La japonaise se lance alors à sa poursuite dans les rues de Paris. Au bout de quelques secondes, elle réussit à l'arrêter grâce à des passants qui lui prêtent main forte. Elle a volé mon téléphone. Oh, doucement. Mais pourquoi il faut mon mandat pour qu'ils m'ont pas volé? Ils m'ont pas volé, ils m'ont pas volé mon mandat. Merci. En attendant la police, un habitant du quartier ceinture la jeune fille. Bouge pas. Quand il arrive la police, vous allez parler avec la police, madame. Ils m'ont pas volé parce qu'ils m'ont dit deux enfants là, parce qu'ils m'ont pas volé comme ça normal. Ils m'ont pas volé, madame. Puis le groupe. Puis le groupe. C'est pas moi, ok? Non, Elle dit avoir 15 ans et venir de Roumanie. Moi, pour la Manche. Que la Manche? Et les autres, ils volent? Et vous les connaissez? I want to know. Moi, je veux seulement savoir où est passé mon portable. I'm gone. Autour de la japonaise, un groupe de passants, visiblement excédés. La pauvre, elle est en vacances en France, ils n'arrêtent pas de se faire voler. C'est pas normal. Il y en a plein tout le temps. Ah, mais dans c'est le tout le quartier, temps. hein. C'est très souvent. Dans le quartier, il y a souvent. Il n'y a que ça dans le quartier. Hein. Elles sont exploitées de toute façon. Bon, je les défends pas, mais faut être réaliste. Hein. Quelques minutes plus tard, les policiers interviennent et fouillent la jeune fille. Non, c'est la 4e fois que je la croise. Non, mais de toute façon, c'est pas elle qui l'a le téléphone. Hein. Eux, ils ont la main sur rien du tout, c'est des gamins. C'est pas elle qu'il faut s'intéresser, c'est au patron derrière. Les policiers ne trouvent pas le téléphone et la relâchent immédiatement. La touriste japonaise est déçue, mais n'abandonne pas tout espoir. Je vais continuer. Je retourne sur la place de l'Opéra. Des touristes, mais aussi de simples passants volés ou agressés par de jeunes mineurs. Une scène désormais courante dans les rues de la capitale. Qui sont ces adolescents, ces enfants qui tentent des pétitions, mendient Excusez-moi, s'il vous plaît. ou parfois commettent des délits? De nationalité roumaine, bulgare ou serbe, ils sont issus de la minorité rome. Des enfants souvent contraints de travailler pour le compte d'adultes. Par qui ces enfants sont-ils exploités? Leur cercle familial est-il en cause? Font-ils partie de réseaux plus structurés? Nous commençons notre enquête à Champs-sur-Marne, en banlieue parisienne. En bordure de route, une dizaine de familles se sont installées sur ce camp de fortune. Ils sont ici depuis 6 mois, dans ces cabanes faites de planches et de bâches en plastique. Tous viennent de Roumanie. Sorina a 13 ans. Elle habite ici avec sa famille.
Ça, c'est ma maison d'enfance qui ont habité nous. Ici, il y a mon lit que je dors moi. Ici, il y a le lit qui dort mon père, mais avec dormait ma mère et mon père et mes petits frères jumeaux. Ici, il y a le chauffage. Ici, il y a la cuisine qu'on met les trucs lavés et tout. Des fois, on n'a pas mangé toute la journée, des fois oui, des fois non. Tu vois, c'est comme ça. J'ai l'habitude de rester comme ça, pas manger, et c'est comme ça. Si on a de l'argent, on achète à manger. Si on n'a pas, on n'achetait pas. Sorina vit avec son père. Sa mère est repartie en Roumanie avec les enfants les plus jeunes, car pour eux, l'hiver est trop rude dans cette cabane peu chauffée. Après la corvée de bois du matin, Sorina ne va pas à l'école, mais elle part faire la manche avec son amie Denissa. Elle ne manque jamais de s'arrêter quelques minutes au milieu du carrefour, à l'endroit même où son frère a été tué, renversé par une voiture 2 mois auparavant. Ça, c'est Rudy. Elle avait 13 ans ici dans cette photo. Elle était trop gentille avec tous. Il faisait la manche, il dansait comme ça, il gagnait trop l'argent. Il gagnait 20 €, 25 €, 15 €. Lui, tous les soirs, il ramenait comme ça, tous les jours. Nous dit après, il garde. Sorina et Denissa se rendent ensuite sur leur lieu de travail, le RER. Quelqu'un va ouvrir la porte, on va entrer. Ou sinon, on fait comme ça. Ici, Sorina a ses habitudes. Cela fait des années qu'elle parcourt les couloirs du métro et du RER pour mendier. 6-7 ans, je faisais la manche avec ma mère. Et après, mon frère m'a montré le truc dans le métro. Le truc de son frère, chanter pour amuser les voyageurs. Bonjour, messieurs, dames, et bonjour, mademoiselle. C'est une petite pièce, quel restaurant, par la musique, s'il vous plaît. Ayal Mabour, Yal Mounamour, Rajni, Malamizer. Deuxième musique. Malgré les efforts de Sorina, les voyageurs restent de marbre. Merci beaucoup, messieurs, dames. Excusez-moi, madame, je me trouve dans pas en fait. Pardon. Excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas une pièce pour manger, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 0-0-0, on n'a pas gagné. Rien du tout. Non, ça dépend. Ça dépend si les gens ils aiment comme je chante, ils donnent. Mais si j'aime pas comme je chante, ils donnent pas. Tu vois, c'est comme ça. Et les gens, ils sont marre de donner l'argent. Ce jour-là, certains semblent même agacés par ces enfants qu'ils croisent souvent dans les transports. Ils n'ont pas envie d'aller à l'école. C'est embêtant. Sorina a longtemps fait la manche dans les rues de Paris, mais elle craint les policiers. Paris, il y a plein de Roumains et il y a plein de police qui vont attraper les Roumains et mettre sur l'avion et mettre en Roumanie. Et c'est pour ça, ici, il n'y a pas beaucoup de police. C'est pour ça, c'est calme. Au bout d'une dizaine de stations, Sorina et Denissa parviennent à récolter quelques pièces. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. On doit 1,10 €. C'est bien. Et total, on a 12,10 €. 12,30 €. Si on chante toute la journée, on va gagner plus de 20 €. Et ça, c'est le 1 € à mon père. Malgré son jeune âge, Sorina s'est déjà retrouvée plusieurs fois au commissariat. Comme j'étais vraiment besoin d'argent et j'étais pas gagné l'argent vraiment. Et après, je vais aller voler et gagner un peu d'argent vraiment. C'est comme ça. Et tu faisais comment alors dans ces cas-là? Simplement entrer dans le magasin et prenez des bijoux que tu mets de boules d'oreilles et les filles vendraient dans 3 ou 4 €. Dans la gare, les jeunes filles croisent d'autres petits mendiants qui habitent le même camp qu'elles. Ils ont entre 9 et 13 ans et s'amusent à comparer l'argent qu'ils ramèneront à leurs parents. Moi, je gagnais tout ça. Et toi, t'as gagné combien aujourd'hui? Moi, 3 €.
Les enfants les plus jeunes restent dans la gare du RER, comme cette petite fille de 6 ans habillée en rose devant le distributeur de tickets. Son père mendie à quelques dizaines de mètres. Tous les soirs, il vient la récupérer. Derrière les enfants qui travaillent, les adultes ne sont jamais très loin. Au camp de Champs-sur-Marne, le père de Sorina attend le retour de sa fille. Pour vivre, il dit vendre de la ferraille, mais il compte surtout sur l'argent gagné par ses enfants. Pour nous, c'est normal. Et les femmes doivent aller mendier. Il faut qu'elles tendent la main. On n'a pas honte de ça. On est obligé de le faire. Et c'est très important que vos enfants, comme Sorina, vous aident en allant mendier ? Oui, c'est très important. Très important et c'est une très grande aide pour toute la famille. C'est vraiment dur pour nous en ce moment. Donc, si les enfants nous rapportent 4 ou 5 euros par jour, ça nous aide beaucoup pour pouvoir nous en sortir. Car moi, quand je travaille, je ne ramène même pas 10 kilos de fer. Et je ne peux pas les nourrir avec ça. Et pourquoi Sorina n'est pas inscrite à l'école ? Le problème, c'est que sa mère est actuellement en Roumanie. Donc, personne ne peut s'occuper de la maison. Et j'ai vraiment besoin d'aide ici. Pour faire le café, pour faire à manger, pour entretenir le feu, pour laver le linge. Et puis il y a le ménage aussi. Pour l'école, on verra quand sa mère reviendra. Depuis 10 ans qu'il est ici, Marius n'a jamais tenté d'inscrire ses enfants à l'école. En France, seulement 10% des enfants roms sont scolarisés. L'opposition de certains maires et les expulsions de camps compliquent les démarches administratives. Mais Sorina, elle, c'est qu'elle n'a pas le choix. Et les gens ils disent, pourquoi vous faites la manger, vous n'avez pas l'école et tout. Si moi je vais à l'école, c'est qui va donner à manger à mes petits frères, à mon père, à ma mère. C'est pour ça. Dans quelques semaines, Sorina partira en Roumanie rejoindre sa mère. D'ici là, elle devra continuer à mendier dans le RER. Et c'est avec les pièces qu'elle aura récoltées qu'elle payera une partie du voyage. En France, la mendicité n'est pas interdite, mais les parents peuvent être condamnés pour privation de soins et provocation de mineurs à la mendicité. Si certains enfants roms font la manche pour aider leur famille, d'autres sont parfois poussés à commettre des délits. Certains font les poches des touristes dans les transports et dans les magasins. D'autres dérobent des portables aux terrasses des cafés. Par ici. Pardon monsieur, c'est la police. Une autre de leurs techniques, attendre devant un distributeur de billets qu'une victime se présente, comme le montrent ces images de vidéosurveillance. Ici, les 2 jeunes filles roms encerclent un homme qui vient de taper son code. Celle de gauche fait diversion. Celle de droite en profite alors pour appuyer sur le montant le plus élevé du distributeur de billets. Puis elles attendent que l'argent sorte. Elles reviennent à la charge et détournent à nouveau l'attention de la victime. La jeune fille en veste marron s'empare des billets, 300 € ce jour-là. Jean-Philippe et Xavier connaissent bien ces jeunes adolescents. Ils font partie de la BAC, la brigade anticriminalité du 9e arrondissement de Paris. Ah, donc là, tu vas voir, ils vont nous voir. Regarde, il regarde. Là, il m'a vu, je sais qu'il m'a vu, il va se casser. Il y a quelques semaines, Xavier a interpellé ces 2 jeunes garçons de 14 et 15 ans. Ils venaient d'agresser une femme au distributeur de billets et lui voler 200 €. Ces deux-là, on les avait déjà interpellés pour des faits de violence. Ah, d'accord. Ouais, le grand, surtout, là, lui, il mettait des coups de poing carrément dans la figure de la victime. Tiré par les cheveux, des mégots dans les cheveux, craché sur l'écran, des coups de pied. Ils craignent rien de toute façon. Ils craignent rien. Ils savent que le soir, ils peuvent rentrer dans leur camp tranquillement avec l'argent qu'ils ont récolté toute la journée. Un passage au commissariat, c'est 2 heures de perdu de travail pour eux, c'est tout. Et eux, ils ont 15-20 faits à leur actif, hein, facile. C'est un cercle vicieux, on tourne en rond. Ces mineurs savent qu'ils ne risquent aucune sanction pénale car ils ont moins de 15 ans. Faire un tour du côté de Madeleine. Chaque jour, Xavier et Jean-Philippe changent de tenue et de style
pour se fondre dans la foule et surveillent les endroits les plus touristiques du 9e arrondissement de Paris. Ah ouais, elle est au niveau du stand des galeries là. Nous on est dans les galeries, on va se positionner à la chaussée. Celle qui tire dans le groupe de pétition, elle est juste de l'autre côté là-bas. Elle a le manteau rose avec le pantalon vert. Donc c'est elle a priori qui s'amuse à essayer de faire de la tire. C'est toujours les mêmes. On les connaît, ils nous connaissent et c'est un petit peu le jeu du chat et la souris. Ce matin, Xavier a repéré 2 jeunes filles qui passent de magasin en magasin. Donc là, en fait, les 2 tireuses se sont séparées dans le magasin. Donc il y en a une qui est descendue au rez-de-chaussée, une autre qui est restée en bas, au moins un. C'est du vol à la tire, hein. C'est les porte-monnaies bien garnis que ça recherche, essentiellement. Xavier s'installe au centre de vidéosurveillance du magasin. Il peut donc les suivre. Tu les as? Ouais, donc je suis au cam, je vous dirai. Il assiste aux allées et venues des 2 jeunes filles. L'une a une casquette grise et l'autre est en noir, avec une écharpe. Ça y est, on va peut-être préparer quelque chose. Elles suivent de très près les clientes qui ont de grands sacs à main. Ouais, elles ont repéré le sac, très bien. Ouais, regarde le sac, t'as vu ça? Non mais... Leur méthode, tendre un vêtement devant elles, tout en essayant de mettre une main dans le sac de la cliente. Mais cette fois-ci, elles n'y parviennent pas. Elle va sortir bientôt. Ouais, la seconde sort, elle vient juste de passer au téléphone. Ils sont au téléphone ensemble. Les 2 jeunes femmes changent de magasin. Xavier les suit. Cette fois, nous filmons en caméra cachée. Elles vont finir par trouver leur cible, cette femme habillée en rose, qu'elles suivent discrètement. En quelques secondes, elles entourent la cliente. Le temps que la caméra ne les rejoigne, elles sont parvenues à accéder au portefeuille. Puis elles sortent du magasin. L'un des policiers a vu la scène et son collègue attend les jeunes filles à la sortie. Bonjour mesdames, c'est la police. On va se mettre sur le côté s'il vous plaît. Hop. Rendez l'argent, 10 €. Allez les filles, hop. Non, les 10 €. Non, les 10 € là, ça. Voilà. Volé ça, non, c'était nous. Non. Ouais, c'était par terre, ouais. D'accord, ça va. La victime, elle, ne s'est aperçue de rien. J'étais prêt en train de regarder une jupe et je les ai sentis s'approcher. Mais après, j'ai pas senti qu'on mettait la main dans mon sac. On sent rien du tout. Les jeunes filles sont 2 sœurs d'origine bulgare. Elles ont 17 et 18 ans. C'est toi, Victoria? On se connaît, Victoria? T'es déjà venue ici? T'as déjà volé ici? Non. Si, Victoria, si. Non. Tu sais où? Aux Galeries Lafayette. Elle vient une semaine en France, 4 jours, 5 jours. Bien souvent, au pays, on leur dit tiens, vous pouvez aller en France, vous faites de la tire, c'est facile, et en revenant, vous payez vos études. Allez, on les emmène? Elles ont plus de 16 ans et risquent une sanction pénale. Mais pour 10 €, elles ne passeront que quelques heures en garde à vue. Ces jeunes filles ont-elles commis ce vol pour elles-mêmes ou pour des adultes qui les exploitent? Nous ne le saurons pas. Le plus souvent, les mineurs ne donnent pas leur véritable identité. Alors, depuis 3 ans, des policiers roumains collaborent avec les services d'enquête à Paris. Ils sont appelés plusieurs fois par jour par des commissariats de la capitale. Allô? Qu'est-ce qu'elles ont volé en fait? De l'argent ou un téléphone. Elle vient d'être arrêtée ou? Oui, la victime est encore là, quoi. Bon, parfait, on a assez de temps. Sur leurs ordinateurs, des centaines de photos d'enfants roms arrêtés à Paris. Avec l'aide des fichiers de la police roumaine et grâce aux opérations de surveillance, ils ont réussi à reconstituer les liens entre les voleurs et les donneurs d'ordre. Il y a 9 mois, grâce à leur travail, 16 adultes ont été arrêtés. Ils obligeaient les enfants à voler sous la violence et les coups. Lui, c'était un gamin qui volait des téléphones portables. Après, il les amenait dans le campement où les adultes les commercialisaient. Première mission de ces policiers roumains, identifier les mineurs. Nous leur montrons les images de la jeune fille roumaine poursuivie par la touriste japonaise.
Est-ce que vous la connaissez? Oui, on la connaît depuis beaucoup de temps. C'est bien elle. Elle est connue pour de nombreuses escroqueries à la charité, en fait. C'est ça qu'elle fait depuis des années. Elle travaillait sur le Champs-Élysées. Contrairement à ce qu'elle nous affirmait face caméra, elle n'a pas 15 ans. Elle est majeure. Elle a 29. Si la jeune fille a menti sur son âge, c'est avant tout pour éviter les peines de prison. Pour aider la justice, Marius et Horace doivent donc démêler les mensonges des enfants et des adolescents. Ce matin, ils ont reçu un appel du commissariat du 8e arrondissement de Paris. 2 jeunes filles de 13 et 15 ans viennent d'être arrêtées pour avoir volé 200 € à un touriste au distributeur de billets. Mais elles refusent de parler aux policiers français. Celle-là, on la connaît. Elle a été interpellée par plusieurs commissariats de Paris. Ce-ai făcut? Intră aici. Bună ziua. Ce faceți, domnișoară? Pentru ce sunteți aici? Care m-am pus să-și asiști. Au ieșit banii singuri din cont? Nu știu. M-am pus să-și Pe tine cum te cheamă? Cum? Numele tău din buletin și din certificatul de naștere. Nadia, ai înțeles? Nu știu. Cum nu știi? Ce vârstă ai? Nu știi ce vârstă ai? 13. Tu crezi că suntem ce? Am zis că suntem de la poliție, nu? Dar te las să minți în continuare. Că oricum eu știu. Cum știu și de tine, așa știu și de ea, da? Nu știu. Gata. Elle nous a menti toute la discussion. Elle ne reconnaît pas qu'elle s'appelle Nadia et elle nous raconte des histoires. Elles ont toutes les mêmes répliques, les mêmes textes. Et c'est pour cacher l'identité des parents. Parce qu'elle a dû recevoir des instructions. N-ai fost corectă cu noi? Crezi că judecătorul se va bucura când va auzi că ai spus numai prostii? Ai mințit? Nu se va bucura. Și de data asta nu cred că va mai fi la fel de îngăduitor cu tine. Les 2 jeunes filles sont transférées au parquet des mineurs. De retour au bureau, Marius constate qu'elles ont déjà été arrêtées à une dizaine de reprises. Et à chaque fois, elles donnent un nom et un âge différents. Février 2013, elle a été interpellée. Elle s'appelait Paun Denisa, née en 1999. Après, décembre 2012, elle s'est fait appeler Paun Bianca, née en 1999, à Bucarest cette fois-ci. Mars 2013, elle a dit qu'elle est née en 2000. Elle a dit qu'elle s'appelle Radu Cola. Avec la police roumaine, Marius retrouve les extraits de naissance de la jeune fille et sa véritable identité. En fait, elle s'appelle Paun Nadia. Elle disait avoir 14 ans. En fait, elle est née en 97. Elle a presque 16 ans. Bon, alors, sur les 2 filles du 8e, alors où on en est, Marius? Pour le commissaire Beretti, les enfants agissent forcément sur ordre des adultes. On voit qu'ils travaillent tout le temps. Et ils volent des 400, 500, 1000 € par jour. Et vous les voyez toujours dans la rue en train de continuer à voler. Il est évident que cet argent, ils ne le mettent pas dans une tirelire, il est récupéré par les adultes. On voit très bien que c'est organisé. On ne fera pas cesser ça sans s'attaquer aux majeurs qui les dirigent, parce que les enfants, eux, ils sont dirigés, ils sont à la fois auteurs et victimes. Mais les vrais, ceux qu'on doit poursuivre sont les majeurs qui leur donnent des ordres et ceux qui profitent des fonds. Qui sont ceux qui obligent les enfants à voler et s'enrichissent en les exploitant? La plupart du temps, il s'agit de petits réseaux familiaux. Mais certains ont une dimension internationale et agissent comme des organisations criminelles très structurées. Bijoux, argent, objets de luxe. Depuis 4 mois, les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg enquêtent sur un de ces réseaux qui aurait commis plus de 1000 cambriolages en une année. Bon, on fait un petit point. Vanessa, elle est connue, cambriolage, Cannes-sur-Mer 2011, recel, Belfort 2011, cambriolage, Saint-Étienne 2011, Cannes-sur-Mer, cambriolage. Elle a quel âge là sur 98. 98, 14 ans. Sur cet organigramme, 52 personnes, des adultes, mais aussi une dizaine d'enfants soupçonnés d'être impliqués dans les vols.
Il s'agit de 6 familles roms, originaires de Serbie et de Croatie. Ils sont accusés de vol en bande organisée, de blanchiment d'argent et de traite des êtres humains. On vise les donneurs d'ordre, là, le père et la mère, qui eux, on va voler leurs enfants, les enfants du frère incarcéré. On a Johnny, qui est né en 99, Véronica, qui est née en 98, elle, c'est Mitzi. On a Vanessa, qui est née en 98, Gennarino, qui est née en 99. Ils grandissent dans le système, ils grandissent dans le vol. Les bébés restent avec la mère, jusqu'au moment où ils sont, entre guillemets, sevrés. Ensuite, ils sont envoyés chez la grand-mère, au pays. Une fois qu'ils sont 8-9 ans, ils sont repris en compte par les parents. Et là, ils sont mis au vol. Le réseau est surveillé de près par les gendarmes. Géolocalisation, vidéosurveillance des maisons et des camping-cars. Les enquêteurs ont aussi pris des centaines de photos qui montrent le quotidien de ces mineurs utilisés pour voler. C'est une photo qui est prise le matin à 8h15. Donc on voit donc Johnny, 13 ans, qui sert de chauffeur, sa sœur aînée, 14 ans. Donc ils vont récupérer une voiture et qui va les emmener donc en Lorraine pour aller cambrioler. Ils repèrent les maisons et quand une maison leur convient, ils vont et ils font le vol effraction. C'est très très rapide, hein. Ça prend 10 minutes maximum. Ils fracturent soit la porte arrière, soit une fenêtre en PVC. Les filles vont cambrioler, le garçon, la plupart du temps, reste dehors. Il surveille. Et là, ils se communiquent les renseignements par téléphone. Et après chaque cambriolage, les enfants rendent compte systématiquement aux adultes. Et donc là, on a des contacts vers les donneurs d'ordre pour dire on a bien volé, on a récupéré 50 grammes, on a récupéré une montre, on a récupéré 10 montres. 99% du butin repart aux adultes. 70 téléphones portables des membres du réseau ont été mis sur écoute par les enquêteurs. Et les conversations révèlent à quel point les mineurs sont surveillés par les adultes. Comme cette jeune fille de 13 ans, Vanessa, que la police a déjà interpellée à de nombreuses reprises. Chaque soir, sa mère l'appelle pour lui indiquer où cacher le butin. Elle utilise alors un langage codé. Ah, c'est Vanessa, ça. Donc en fait, elle lui demande d'enterrer le butin près du camp où il y a les caravanes, c'est ça? Voilà. Mais pour pas mettre les bijoux dans la caravane, elle lui demande de les cacher autour du camp. Voilà. Parfois, les parents se font plus menaçants. Dans cet enregistrement, un jeune homme de 14 ans se fait violemment disputer par son père car il n'a pas ramené assez d'or. Ce qu'ils appellent aller au village dans leur langage rome, c'est aller faire des cambriolages. Voilà, tout simplement. Ah, les enfants, ils n'ont pas le choix, hein, c'est clair. On leur achète une voiture, on leur donne un chauffeur. C'est tu montes dans la voiture, tu pars et tu vas cambrioler. Et quand tu as fini, tu reviens. Il y a parfois même des violences quand ils veulent pas y aller ou quand ils reviennent sans butin. Deux mois plus tard, 200 gendarmes sont mobilisés. Des interpellations doivent avoir lieu simultanément en région parisienne, en Alsace et dans le sud de la France. Nous sommes à Velot, près d'Aix-en-Provence. Les gendarmes s'apprêtent à intervenir dans un camp de Roms. Alors, situation adversaire. Donc, on a un camp de Roms qui est composé en deux parties. Donc, la première partie qui nous intéresse principalement, où se trouvent les Serbes. Elle est composée de 30 à 40 personnes avec environ 14 camping-cars, caravanes. Pas de mouvement de personnes entre les différentes caravanes. Que ce soit adultes, enfants, vous figez. À quelques kilomètres du village, c'est sur ce terrain vague que des familles roms se sont installées. Les gendarmes ont repéré la présence des commanditaires des vols. Ils ne cessent de changer d'endroit. La veille encore, ils étaient à Lyon. Allez, c'est parti. Pour cette opération,
70 gendarmes ont encerclé le camp. Chaque camping-car est fouillé pour que personne ne leur échappe. Vas-y, attention. Hey, t'as les clés? Vas-y, ouvre. Super. Alors regarde. Oh. Hein, y a personne? Ici, bonjour monsieur. Là, vous posez la scie, vous restez là. C'est bon. Très vite, les gendarmes identifient Roberto, 28 ans. Il serait l'un des organisateurs des cambriolages. Donc, on travaille sur des vols en bande organisée, association de malfaiteurs, traite des êtres humains, blanchiment et d'autres infractions qu'on vous citera. J'ai les collègues qui vont vous prendre en compte et on vous place en garde à vue à partir de maintenant. Il est 14h15, d'accord? On vous expliquera. Une autre femme de 33 ans est arrêtée elle aussi. Bah oui, on vient de trouver un deuxième objectif. Voilà, c'est une dame qu'on a impliquée en tant que donneur d'ordre dans des vols et en tant que voleuse elle-même. Est-ce qu'elle a des enfants, cette dame? Oui. Notamment la jeune fille qui est là, et puis une deuxième qui actuellement est au travail. Ce que l'enquêteur appelle travailler, c'est en fait cambrioler. Il nous dit qu'en plein après-midi, la plupart des mineurs ne sont pas là. Ils seraient occupés à visiter des maisons aux alentours. Ouais. Dans un autre camping-car, il reconnaît une des mineures qu'il recherche. Comment tu t'appelles? Samantha? Vanessa. Tu es née quand? Le 19 mars 2000. 19 mars 2000. Elle a une grande beauté? C'est elle. Non. Elle, c'est Sonia. Ouais. Ok. C'est Sonia, donc elle, c'est Chikali. Allez, venez. C'est son grain de beauté qui va la trahir. La jeune fille a beau avoir plusieurs noms et surnoms, les gendarmes la reconnaissent. Elle est soupçonnée d'être l'auteur de nombreux vols. Vous savez pourquoi la police vous recherche? Non, je ne sais pas. Parce qu'eux, ils disent que vous commettez des cambriolages, que vous volez parfois chez les gens, c'est vrai? Non. Mais qu'est-ce que vous faites tous les jours si vous n'allez pas à l'école? Je reste ici et j'observe les gens. Mais comment vous vivez? Vous avez de l'argent? Mon père me donne un peu d'argent. Vous avez peur d'aller en garde à vue? Non, parce que j'ai rien fait de mal. Si la jeune fille n'est pas inquiète, c'est qu'elle sait qu'à 13 ans, elle ne risque aucune sanction. Pendant sa garde à vue, elle avouera aux gendarmes quelques cambriolages. Mais comme la majorité de ces jeunes mineurs, elle ne dira pas un mot sur sa famille et sera relâchée 6 heures plus tard. Les gendarmes espèrent aussi trouver la trace d'objets volés ou d'argent caché dans les camping-cars. Ils vont maintenant perquisitionner chaque véhicule, dont celui de Roberto. Bon, je comprends pas. On dit que j'ai fait un vol, quelque chose. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je me rappelle pas que j'ai fait un vol. Le jeune homme affirme vendre un peu de ferraille et gagner très peu d'argent. C'est quoi ça? Moi, je dis que un cadeau. C'est un costume qu'on a trouvé dans l'armoire, là, à la fin, là. Il valeur 399 €. Dans la mesure où monsieur ne travaille pas, voilà, on peut se demander comment il peut se procurer un costume qui a une valeur de 400 €. Vos amis, vous faites jamais des cadeaux? Dans un deuxième camping-car, c'est une liasse de billets que les gendarmes vont découvrir cachée derrière l'armoire à pharmacie. Ils soupçonnent qu'elle provient de la vente des objets volés. Dans le meuble, la salle de bain? Là, dans la partie là. Derrière la glace? Il y a l'interprète qui peut venir aussi. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 5 billets de 500 €. Donc 2 pièces en or. Hein. Et ce bracelet, il est à qui alors? J'ai quand même le droit d'avoir 3500 €. C'est pas grand-chose. Je trouve pas que ce soit énorme. Qu'est-ce qu'il vous faut? Les enquêteurs soupçonnent cette femme d'être la mère de Vanessa, la jeune mineure interpellée quelques heures auparavant. Chikali, c'est votre fille. Des amis de ses enfants. Et il faut arrêter de nous mentir. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille sur vous. Vous croyez que si on est là, c'est pour rien?
On sait quand vous étiez en France, on sait quand vous étiez en vacances en Serbie en janvier, on sait quand vous êtes revenu, vous êtes posé à Marseille, vous êtes retourné après en Espagne, volé du côté de Barcelone, tout ça on le sait, alors il faut arrêter de nous raconter les bêtises. Dans cette affaire, 13 adultes sont aujourd'hui mis en examen, 6 autres sont toujours recherchés. Ils risquent 20 ans de prison pour traite des êtres humains et vol en bande organisée. Au total, les gendarmes saisiront 30 000 € en liquide, 6 véhicules et une maison d'une valeur de 300 000 €. Des enquêtes sont en cours en Serbie ou en Croatie pour déterminer le patrimoine des voleurs présumés. Car la plupart du temps, ces réseaux blanchissent l'argent dans leur pays d'origine. Nous poursuivons notre enquête en Roumanie, d'où viennent la majorité des enfants roms que nous croisons en France. C'est dans ce pays que leurs parents investissent l'argent de la mendicité ou du vol. Nous nous rendons à Gigera, une petite ville de campagne de 3000 habitants, dans le centre de la Roumanie. C'est là que vit Sorina, la petite mendiante que nous avions filmée dans le RER, en banlieue parisienne. Je t'aime, mon française. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi, madame. Là, c'est la maison que on habite, moi, ma mère, mon père et mes frères. Toute la famille, on habite dans cette maison. Grâce à l'argent gagné en France, la famille de Sorina a pu construire cette petite maison en parpaing. Ils l'agrandissent au rythme de leur voyage en Europe. Mais leurs conditions de vie restent très modestes. Vous voulez la toilette? Là, c'est où on jette les sacs à poubelle. Ici, c'est la toilette. Et en fait, on s'en lave dans ça. On chauffe de l'eau, sort comme dans un four. Et on met dans ça, on s'en lave. Ici, il n'y a pas d'eau courante. Sorina et sa cousine sont obligées d'aller chaque jour remplir quelques seaux dans le puits des voisins. Toute chose à mettre à bas. Toute chose à mettre. Les parents de Sorina n'ont jamais trouvé de travail en Roumanie. Comme pour la majorité des Roms, ils sont victimes du chômage et de leur faible qualification. Eux non plus ne sont jamais allés à l'école. Ici, on ne gagne vraiment pas d'argent, rien de rien. On survit grâce aux allocations familiales et ce n'est vraiment pas grand-chose. J'essaie parfois de vendre quelques bricoles, mais ça ne rapporte quasiment rien. La famille reçoit de l'État 35 € par mois d'allocation familiale. Trop peu pour nourrir 7 personnes. Pour toute la famille, c'est beaucoup mieux en France. Parce qu'au moins, on a de l'argent pour manger et pour tous les besoins de la famille. Mais pour Marius, le père de famille, les enfants sont plus utiles en France qu'en Roumanie. En Roumanie, les enfants ne peuvent pas nous aider. C'est nous qui les entretenons. Alors que là-bas, en France, ils sont utiles. Ils n'ont qu'à tendre la main pour gagner 1 ou 3 €. Ça nous permet au moins d'acheter une boîte de haricots ou une baguette. Pour Marius, l'avenir de sa fille Sorina, 13 ans, est tout tracé. Nous, on espère qu'elle sera heureuse dans la vie, comme tout enfant. Qu'elle soit bien, qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants, qu'elle vive sa vie. Et qu'elle ait 1, 2 ou 3 enfants, comme elle voudra, autant que Dieu veut. Ouais, chez nous, normalement, les filles se marient à partir de 14 ans, quand elles sont prêtes. Comme les parents de Sorina, la majorité des habitants du village est partie à l'étranger pour travailler. Ici, les familles n'ont de cesse de faire des allers-retours entre le pays où ils travaillent et la Roumanie. Pour preuve, la présence incongrue de ce Vélib, fraîchement débarqué de la capitale. Regardez, eux, ils sont dans la France. Eux, ils sont dans la France. Ça, c'est un Roumain qui est en France aussi. Et lui, elle est en Italie. Tout ce que vous voyez ici, c'est pour faire l'amour. Il y a jusqu'à des... En France, il fait l'amour. Sa femme, sa belle-fille, son fils, il fait l'amour. Mais lui, il fait des transports. Tu vois, il ramène les gitans de la France, il les ramène de la Roumanie, tu vois, mais il paye. La cousine de Sorina et son frère font eux aussi la manche en banlieue parisienne. Et c'est grâce à cet argent
que la famille a pu faire construire cette grande maison dont ils sont très fiers. Là, c'est le douche où on se lave. Ça, la chambre à mon frère, à lui. Oui. Ça, c'est à mon frère Gouta. Pour acheter cette maison, toute la famille a participé. Ils sont 15 à avoir mendié pendant 8 ans. Nous sommes allés en France, mais aussi en Italie, en Espagne, en Grèce. On a travaillé avec toute la famille. C'est quand même bien d'avoir sa propre maison. Et je voulais que mes enfants aient chacun leur chambre. Ça rapporte de travailler en France? Oui. En gros, on arrivait à mettre 50 € de côté par mois. Et pourquoi vous filmez? Soudain, le père de famille fait irruption dans la pièce et ne semble pas apprécier la présence de notre caméra. Il ne veut pas que vous filmiez. Ah, vous voulez pas qu'on filme, monsieur? Et pourquoi? Vous vous rendez compte? Si on retourne mendier en France? Si on retourne mendier en France et qu'on voit notre maison, les Français diront qu'on a fait fortune grâce à la mendicité. Vous craignez qu'on ne vous donne plus rien? Vous ne vous rendez pas compte? On va penser qu'on a profité de la France. Je ne pourrais pas obliger les gens à me donner. Bon, allez, partez maintenant. Le père de famille nous chasse, mais en partant, il nous montre son ancienne maison, la plus petite. Il dit que vous pouvez filmer cette maison-là. Si ces maisons existent, c'est en partie grâce au travail des enfants, quitte à sacrifier leur avenir. À l'écart de sa famille, Sorina ose nous dire pour la première fois qu'elle aspire peut-être à une autre vie. Tu vois, en fait, c'est plus mieux quand tu fais pas la manche parce que faut y aller à l'école, faut y faire sa vie et tout. Moi, comme je vais grandir, je vais pas faire comme mon père, ma mère. Il faut sortir avec un travail. Tu as demandé à tes parents d'aller à l'école? Il m'a dit bientôt, il va m'inscrire à l'école et tout. Mais ils t'ont pas inscrit encore. Dans quelques mois, la famille sera sans doute de retour en France. Sorina devra continuer à faire la manche dans le RER. En Roumanie, certaines familles ont réussi à amasser de véritables fortunes avec l'argent de la mendicité ou du vol. À 1 heure de route du village de Sorina, la ville de Craiova. C'est ici que se trouve un des plus grands quartiers roms de Roumanie. Un quartier connu pour ses règlements de compte sanglants entre clans mafieux. Ici, pas de bidonville, mais d'immenses villas qui bordent la route. Des maisons construites grâce à l'argent récolté en Europe. Regardez comme elle est belle, cette maison. L'homme qui nous accompagne s'appelle Breliant, diamant roumain. C'est une figure du quartier, le seul à avoir accepté de nous expliquer comment sont financées ces maisons. Cette maison appartient à 4 ou 5 frères. Ils l'ont construite avec l'argent qu'ils se sont fait en France. Rien qu'en mendiant. Celui-là s'est enrichi grâce à l'argent du vol. Rien qu'avec le vol. Et ça aussi, c'est grâce au travail des enfants? Oui, oui, évidemment. Les enfants commencent en général à travailler à partir de 7-8 ans. Et à partir de quel âge vous arrêtez de les amener mendier? Quand ils commencent à avoir honte, entre 13 et 16 ans, ils arrêtent de mendier. C'est normal que tout ça ne soit pas tout à fait légal. Si tu ne trouves pas de travail, il faut se débrouiller et tu essayes d'être malin. La famille de Breliant habite aussi dans ce quartier. C'est la maison de ma sœur, celle-là. Et ça, c'est la mienne. Sa maison, imposante, n'a rien à envier à ses voisines. Il en a hérité de ses grands-parents, des ancêtres dont Breliant est très fier. Il nous emmène dans ce qu'il appelle son musée privé. Sur les murs, des centaines de photos à la gloire de sa famille. Ici, ce sont mes grands-parents qui m'ont élevé. Là, c'est mon père et moi. Leur nom de famille, c'est Miclescu. Ils mendiaient et volaient, mais sans excès. Ils faisaient uniquement des vols sans violence. Ils prenaient de l'argent, des objets en or, qu'ils pouvaient revendre facilement, ou d'autres qui semblaient avoir de la valeur.
Et pourquoi était-il obligé de voler? Personne ne voulait nous embaucher sur les chantiers. On nous rejetait. Alors, on était bien obligé de voler. Brilliant nous raconte avoir commis des vols dès l'âge de 12 ans. Adulte, il part mendier en France, puis revient en Roumanie. Quand je me suis marié, c'était vraiment une période difficile pour mon épouse et moi. Alors, ma femme allait voler. Mais moi, je ne volais pas. J'avais trop d'orgueil. Si j'avais été pris, j'aurais eu terriblement honte. Brilliant affirme aujourd'hui vivre des revenus d'une société immobilière. La police roumaine dit ne plus avoir entendu parler de lui depuis 4 ans. Voici ma fille et mon petit-fils. Lui aussi s'appelle Brilliant, comme moi. Et eux, par exemple, pour vous, c'est important? Ils ne mendient pas, ils ne volent pas, ils changent de vie? Oui, je désire vraiment qu'ils aillent à l'école et qu'ils apprennent un vrai métier. Comme ça, ils auront un avantage sur nous. Et ils prendront un bon départ dans la vie. En Roumanie, une minorité d'enfants roms va à l'école. Ils sont scolarisés en moyenne 4 ans et un enfant sur 2 ne termine pas l'école primaire. Le manque d'éducation, la pauvreté font de ces enfants des proies faciles pour les réseaux d'exploitation. Ainsi, selon l'Agence nationale de lutte contre le trafic de personnes, 3000 enfants disparaissent chaque année en Roumanie et près de 300 ont officiellement été identifiés comme des victimes de trafic. À Timișoara, l'association Generati est la seule dans tout le pays à aider les victimes d'exploitation. Ils sont une trentaine de mineurs à trouver refuge dans ce centre. Cette jeune fille rome de 22 ans, Lila, est arrivée il y a 3 semaines. Elle a été forcée de se prostituer en France dès l'âge de 17 ans, trompée par un jeune homme qui lui promettait une vie de rêve. Après 2 ou 3 semaines, elle m'a parlé de la prostitution. En France, tous les Français, ils te touchent, juste à caresse, ils te donnent 50 €. Mais toi, tu es ma princesse, tu ne fais pas ces choses. Tu contrôles juste les filles qu'elles travailleront pour toi. Je n'avais pas confiance, mais je voulais sortir vraiment de la misère parce que je ne peux plus. Mais quand Lila arrive en France, elle devient l'esclave de cet homme. Moi, j'étais tout seul, je ne savais pas comment faire, tout ça, c'était très compliqué. On son ami qui me suivait dans notre voiture pour voir si j'étais bonne ou non, me tester. Que j'étais suisse, cette fois violée dans les Français, des Marocains, dans tout le monde. En plus, me tapait parce qu'elle voulait plus. Ouais, une fois, j'ai fait 1600 € en 3 jours, mais je ne pouvais plus. Elle me disait qu'elle fait ce qu'elle veut avec moi. Si elle me veut lever la vie, elle me la lève. Voilà, enfin, je me voulais suicider. Je dis, puis je ne peux plus. Des histoires terribles comme celle-ci, la responsable de l'association, Mariana, en entend tous les jours depuis 12 ans. Comme celle du petit Robi, 8 ans, exploité par sa grand-mère en Hongrie. Moi, je déteste ma grand-mère. Je veux plus retourner chez elle. Elle te battait? Oui. Comment elle te battait, ta grand-mère? Sur le visage, sur le corps? Oui, sur le visage. Et tu avais des marques, des bleus, c'est ça? Elle te battait très fort? Oui, ça me faisait très mal. Je travaille depuis que j'ai 5 ans. Ma grand-mère m'obligeait à vendre des choses dans la rue. Et je n'aimais pas ça du tout. Et tu donnais de l'argent à ta grand-mère? Oui. Tu avais honte de mendier? Oui. Tu n'aimes pas te rappeler la vie que tu as eue en Hongrie, n'est-ce pas? Tu as eu une vie difficile. Oui, difficile. Mais maintenant, elle est belle, ta vie, pas vrai? Oui. On ne va plus parler de cette vie moche. La famille de Robi est venue déjà à plusieurs reprises demander à Mariana de récupérer l'enfant. Bien sûr, ses grands-parents seraient très contents de reprendre Robi. Mais ils ont peur.
car ils ont compris que si Robbie disparaissait, nous n'hésiterions pas à en informer la police et les services sociaux. Nous leur dirions simplement que ces gens maltraitent cet enfant et ne lui donnent pas une vie normale. Les grands-parents ont peur que nous les dénoncions. Ils n'ont pas compris que c'était pas bien d'exploiter leurs enfants quand vous leur avez dit. Ils s'en fichent de savoir si c'est bien ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'argent grâce à Robbie. Robbie est hébergé dans un centre dont l'adresse est tenue secrète. L'association accepte de le prendre en charge, encore au moins 1 an. Mes vêtements sont là, dans l'armoire. Il y a mon dentifrice et mes vêtements. Et lui, c'est mon doudou Guki. Je l'ai appelé Guki. Je dors très bien car il fait chaud. Alors que chez ma grand-mère, je dormais très mal car j'avais très froid. J'ai aussi un cartable. Et grâce à l'association, depuis 6 mois, il a enfin repris le chemin de l'école. Là, j'ai mon cahier de maths. Et là, c'est mon cahier d'anglais. Je les range bien parce que je veux pas que ce soit le désordre. Qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier quand tu seras grand? Politiste. Je veux être policier parce que je veux attraper ceux qui battent les enfants et les mettre en prison. Voilà, je vais à l'école, j'ai fait mon cartable. Au revoir. Au revoir. Ciao. Et fais attention en traversant la rue. Ciao. Robbie a un nouvel avenir devant lui. Mais les quelques dizaines d'enfants sauvés par cette ONG ne représentent qu'une infime partie des mineurs roms exploités dans toute l'Europe. En octobre 2012, un vaste réseau a été démantelé en banlieue parisienne. Les mineurs forcés de voler ont été placés dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance, puis sont repartis en Roumanie, à nouveau à la merci des trafiquants.